Voilà. Alors, merci Frédéric de m'avoir invité à participer dans le cadre de ce séminaire donc, sur les approches funéraires, etc. Euh, je, hum, je voudrais aussi remercier Cassandre qui est chargée d'organisation et aussi toutes les personnes qui assistent à ce séminaire aujourd'hui. Merci d'être si nombreux. Lorsque Frédéric m'a proposé de participer à ce séminaire, il m'a semblé que l'archéologie du rituel, dans le livre des morts, pouvait correspondre à des réflexions méthodologiques qui seraient utiles à des étudiants de master. Pourquoi? Parce que cette archéologie du rituel, elle soulève en filigrane la question des relations entre le texte et l'archéologie, ou entre l'archéologie et le texte. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par archéologie du rituel? Cette notion a été popularisée en 2000, il y a plus de 20 ans donc, par John Scheid, sous l'appellation archéologie du rite. Et en l'an 2000, donc, John Scheid appelle de ses voeux les antiquisants à mener, disons, à se muer en des sortes de policiers scientifiques en adoptant une approche pluridisciplinaire, interdisciplinaire, pour collecter et analyser les traces, même les plus ténues, laissées par un acte rituel. Je vous ai mis aussi sur cette diapositive la référence à deux petits dossiers thématiques très utiles qui ont été publiés dans la revue strasbourgeoise Archimède, dans les numéros 1 et les numéros 7. Et j'ouvre tout de suite la réflexion en vous posant une question. Que voyez-vous? Alors, cette question peut d'emblée vous sembler incongrue puisque vous connaissez d'emblée la réponse à cette question. Mais imaginons, comme l'ont fait les organisateurs d'une exposition appelée Futur antérieur, que nous sommes en 4019, donc la pandémie du coronavirus est un lointain souvenir, et ces archéologues du futur, euh, très éloignés dans le temps et l'espace de nos codes culturels, doivent interpréter cet objet et ils n'ont pas les codes culturels qui leur permettent de les interpréter. Et donc, voici ce qui avait été proposé dans le catalogue de cette exposition. Donc, ce nain de jardin était qualifié d'une statuette d'homme avec un gobelet à libation, parce que justement, le trou de perçage du pot donc, était interprété comme une sorte d'aiguière dans lequel on pouvait verser du liquide pour servir à un rituel. Et dans la description plus détaillée qu'ils ont donnée de cette statuette, de ce nain, je vous l'ai mis donc sous la figurine, sous la statuette, vous avez une description détaillée qui parfois pourrait évoquer certaines descriptions égyptologiques devant des objets, des artefacts archéologiques pour l'interprétation, disons, difficile. Donc, à défaut de pouvoir, comme l'ethnologue, assister au rituel in vivo, l'égyptologue va se retrouver face à ce qu'on peut appeler des cold cases, donc littéralement des cas froids. Et dans cette enquête de police scientifique, on va partir à la recherche des indices sur la scène, non pas du crime, mais la scène du rite. Alors là, Sherlock Holmes recommanderait d'utiliser la science de la déduction, mais pour autant, il faut se méfier de notre logique, puisqu'elle est en partie guidée par nos propres codes culturels, et ces codes culturels ils peuvent rapidement devenir des biais culturels du moment que l'on étudie une culture lointaine, autant dans le temps que dans l'espace. Donc, c'est ce qu'on différencie donc, une approche qui va être la moins éloignée possible des codes des Égyptiens. On va parler d'une approche émique par opposition à une approche éthique qui est une approche donc, avec nos propres codes culturels d'une autre civilisation. Alors, dans cette recherche des traces les plus ténues sur la scène du rite,
il faut bien avouer que toute une partie, disons tout un pan immatériel de ce rituel nous est probablement à jamais perdu. Et c'est en particulier le cas de tout l'aspect sensoriel, émotionnel, ou encore des actes rituels, on va dire, à l'empreinte éphémère. Alors, je vous ai mis 2 exemples tirés des textes des sarcophages. Dans ces notices qu'on appelle des notices de prescription, des notices prescriptives, et on voit donc dans la première formule, qui est la formule 81 des textes des sarcophages, on voit que l'acte rituel en lui-même, où on doit tracer l'effigie d'une divinité sur la main d'un homme et la lécher chaque jour, probablement, effectivement, même avec toute la panoplie du policier scientifique, on aura beaucoup de mal à en trouver des traces. Et j'ai envie de dire, c'est encore pire pour la formule 98, où on nous dit qu'un homme doit réciter cette formule sur un pouls de sa tête et qu'il le place sur son genou en crachant jusqu'à ce qu'une mouche vienne l'enlever. Alors évidemment, là encore, les traces sont très ténues et au passage, vous remarquez le nombre de conditions qui doivent être remplies pour parvenir à respecter ce qui est consigné dans la notice. Alors, à défaut, c'était aussi pour vous rappeler que probablement notre connaissance du monde rituel égyptien, pardon, est certainement très fragmentaire et il y a toute une partie donc immatérielle qu'on probablement ne connaîtra jamais. Donc, aussi avoir à l'esprit qu'on a probablement conservé qu'une toute petite partie de ce qui devait vraiment être pratiqué par les Égyptiens. Alors, à défaut de pouvoir, là, tout de suite, rassembler une équipe pluridisciplinaire pour étudier les traces les plus ténues du rituel, une approche relativement accessible, c'est celle qui consiste à confronter, pour un rituel donné, les textes et l'archéologie. En effet, dans les différents types de notices que l'on rencontre dans le livre des morts, on trouve ce que l'on appelle les notices prescriptives, encore appelées notices de prescription, et elles sont nommées généralement ainsi parce qu'elles paraissent décrire le modus operandi du ritualiste. Alors voici un exemple tiré du chapitre 130 du livre des morts. Ici, donc, il s'agit de réciter des paroles sur une image qui aura été tracée, qui aura été confectionnée au préalable. Alors, quand on confronte les textes et l'archéologie, on peut se demander jusqu'à quel point les données archéologiques et les données textuelles sont connectées, jusqu'à quel degré. On peut aussi se demander quel statut, quelle fonction ont ces notices dites prescriptives. Et là, on part d'emblée avec un biais égyptologique très répandu, la primauté accordée au texte, qui tient à la relation particulière qu'entretient l'égyptologue avec le texte. Là, il y aurait un beau sujet historiographique. Et on pourrait le résumer ainsi, en parodiant une citation de Serge Sonneron. Une des tendances les plus chères des égyptologues, la foi irraisonnée en la toute-puissance des textes. Alors, s'il faut donc se garder d'accorder aveuglément la primauté au texte, pour autant, il ne s'agit pas de tomber dans l'excès inverse par une suprématie archéologique, mais simplement peut-être de rétablir une approche un peu plus équilibrée, ce qui déjà en soi est un exercice ardu. Alors, pour autant, pour des raisons uniquement pratiques, je vais adopter le texte comme repère afin de le confronter donc aux réalia, aux artefacts qui ont été retrouvés dans les tombes et le considérer, encore une fois par défaut, comme le modèle prétendument à suivre par le ritualiste. Cela permettra également de montrer en quoi cette approche est problématique et aussi ce qu'elle peut révéler de la fonction de ces supposés modes d'emploi notés dans les papyrus. En dépit de ce choix, on va dire de ce protocole expérimental, il est évident que les rites ont été pratiqués bien avant l'invention de l'écriture et que d'autre part, le savoir des ritualistes relevait autant de la connaissance des écrits que de leur pratique sur le terrain. Donc probablement,
il faut suspecter d'emblée que ce protocole expérimental est insatisfaisant et que probablement les textes et l'archéologie entretiennent plutôt des relations de complémentarité qu'il ne convient pas forcément de les opposer. Un exemple de cela, c'est que parfois, sur l'objet rituel, on va trouver notées les notices dites prescriptives. Alors, la confrontation entre le texte et l'archéologie va révéler des cas concordants, et je vous en donnerai 3, des cas discordants, là encore je vous en donnerai 3, et on verra ensuite ce qui peut apparaître comme des incohérences et aussi les silences qui sont laissés par la documentation. Alors, juste un petit rappel, juste vous remémorer la diversité de l'objet rituel, du support rituel. Le livre des morts, c'est évidemment les papyrus, mais c'est aussi les parois de tombes et divers objets rituels de matériaux très différents, d'aspects très différents. Le rituel le mieux documenté de ce livre des morts, c'est probablement le chapitre 151, qui correspond au rituel dit des briques magiques. Donc, on va murer dans les parois du caveau 4 tablettes d'argile qui sont inscrites d'une formule protectrice, et chacune de ces briques va être orientée dans l'une des parois du caveau. C'est le rituel le mieux documenté, mais pour autant, comme j'ai déjà écrit plusieurs fois à ce sujet et que je n'ai qu'une heure, je vais tirer mes exemples d'autres chapitres du livre des morts. Alors, je vous propose de commencer par les cas où l'archéologie et les textes s'accordent, et on va commencer par le chapitre 100. Alors, je vais le détailler un petit peu parce qu'il est vraiment intéressant. Donc, vous avez ici un papyrus du British Museum, et je vous lis la notice dite prescriptive de ce chapitre. Parole à prononcer sur cette image tracée. Ici, l'image tracée, en l'occurrence, c'est la barque dorée. Elle est tracée sur une feuille vierge et pure de papyrus, avec de la poudre de glaçure verte mélangée à de l'eau de myrrhe. Elle est placée sur la poitrine du bienheureux, sans toutefois l'approcher trop près de son corps. Alors, une belle illustration de ce rituel est constituée par le papyrus que vous voyez ici, un papyrus de la 19e dynastie qui est conservé à Londres. Et on voit, donc sous le texte hiératique, le tracé effectivement de la barque solaire telle qu'elle est recommandée, enfin en tout cas indiquée dans la notice du papyrus. Alors, comme indiqué encore une fois, dans cette notice du papyrus, ce papyrus que vous voyez là a été retrouvé sur la momie. On voit que le texte a été noté en 2 temps, une première fois en rouge, puis une seconde fois en blanc. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que une analyse de l'encre a été menée au British Museum, et on a vu que cette encre a pu être mêlée de poudre de glaçure verte. C'est ce qu'on voit à travers le silicate de magnésium. Et ce silicate de magnésium, c'est justement un matériau qui est utilisé dans la production de glaçure. Alors, est-ce que le fait d'utiliser un matériau qui scintille, on va dire, qui brille, apporter une valeur supplémentaire à l'inscription, à l'image? Je vous donne un contre-exemple avec un papyrus de Lyon, toujours du chapitre 100, ou cette fois sur une bandelette de momie, pardon, avec l'encre qui est simplement l'encre noire. Je reviens au papyrus du British Museum. Alors, on voit donc que le premier tracé était en rouge et le deuxième en blanc. Il n'y a finalement que le nom d'Apophis qui est resté en rouge. On sait que cette couleur, elle jouait un rôle important dans la mise en œuvre du rituel. Par exemple, comme vous le savez, le vert était associé au reverdissement et donc au renouveau de la nature. Et souvent, d'ailleurs, cette encre verte, elle va être privilégiée lorsqu'on va demander d'inscrire, de tracer des figures divines ou un texte. On va souvent recommander l'utilisation du vert.
l'éclat du tracé était recherché, et comme en témoigne justement l'usage de faïence broyée qui est mêlée à l'encre du texte. Et justement, ici, on est dans une formule qui concerne la barque de Ré. Alors justement, est-ce que ce scintillement n'est pas à mettre en rapport avec cet aspect solaire de la formule? Ce que l'on voit aussi dans d'autres chapitres, c'est que la double étape d'écriture est aussi documentée. Donc, par exemple, dans les chapitres 163 et 164, il y a un pré-traçage, puis le traçage définitif. De même, cette fois c'est au chapitre 144, on nous demande d'inscrire le texte, puis de l'effacer 4 heures plus tard. Donc on voit que l'acte scriptural en lui-même est un acte rituel. Il faut aussi avoir à l'esprit, vous verrez que souvent c'est le terme qui est employé, c'est sèche. Alors, plutôt que de le traduire par écrit ou écriture, je préfère traduire par tracé, parce que ça renvoie autant aux images que au texte lui-même. Et c'est d'ailleurs aussi les termes que l'on trouve dans les livres de l'Amdoua, les livres des portes, etc., où on a justement l'importance de l'image, des scènes qui sont aussi importantes que le texte en lui-même. Je voudrais aussi rappeler que ce texte, c'est la mise en écriture des paroles du ritualiste, puisque ces textes sont avant tout récités, et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'à force de voir des Djed Medouin un petit peu partout, on ne les voit plus, mais il y a l'aspect oral, l'oralité de ces formules, elle est vraiment essentielle. Et donc, les ritualistes sont autant on va dire des maîtres de cérémonie, des maîtres de magie, que des maîtres d'éloquence. Alors, pour revenir au chapitre 100, donc ce chapitre, cette formule, elle fonctionne sur une interrelation entre l'image, le texte, autant le texte écrit, tracé, que le texte qui est lu, qui est récité, puisque ce ritualiste doit réciter la formule sur un dessin du défunt qui se tient dans la barque solaire. Et justement, on note l'emploi du démonstratif, du déictique, cette image. Il y a vraiment une relation, même si elle paraît évidente, entre le texte et l'image divine. Et en même temps, elle indique la proximité du prêtre avec le support rituel. Pour autant, on l'a vu, l'officiant devait sans doute manipuler de façon précautionneuse la feuille de papyrus parce que sur cette feuille, il y avait le tracé de figures divines. Et justement, la formule nous dit attention de ne pas l'approcher de trop près de la dépouille du défunt. Peut-être aussi parce qu'il y avait la figure de Ré dans sa barque qui était à tracer sur ce papyrus. Sur la question du support, un autre point très important, c'est la pureté du support. On recherche vraiment un support pur, c'est vraiment mentionné très, très souvent. Donc, dans le cas du papyrus, c'est une feuille donc, pure, c'est-à-dire vierge. Et on peut se demander dans quelle mesure, il y a évidemment des questions de rhétorique de l'efficacité, mais on peut aussi se demander dans quelle mesure ça ne traduit pas que le recours au palimpseste, donc à la réutilisation de papyrus, était commune et qu'on insistait sur le fait d'avoir un papyrus vierge pour tracer toutes ces figures. Alors, une fois qu'on avait inscrit ce chapitre 100, cette formule, on pliait ce petit papyrus, on le plaçait sur la poitrine du mort. Et ce qui est intéressant dans ce papyrus du British Museum, c'est que en plus de la formule magique proprement dite, on a recopié la notice dite prescriptive, qui en soi n'est pas nécessaire puisque l'objet rituel est la matérialisation presque de cette notice. Donc, quel est le statut à accorder à ces notices? Pourquoi on a jugé utile de les noter sur l'objet rituel en plus de la formule? Je prends un deuxième exemple concordant. Cette fois, j'irai plus vite.
me suis vraiment arrêtée sur le cas du chapitre 100 parce qu'il était assez détaillé, assez intéressant. Et là, je continue avec le chapitre 29b, qui est une formule pour le chœur en céret. Alors, céret, c'est probablement l'ambre, même si on n'en est pas totalement certain. Et effectivement, Howard Carter a découvert donc, chez Toutankhamon un scarabée de chœur ce qu'il décrit comme étant en résine noire. Ce scarabée, il est orné d'un phénix, donc d'un bénou, auquel le défunt s'identifie. Et donc, c'est absolument, le texte et l'archéologie s'entendent, et effectivement, autant l'image, l'effigie du bénou est tracée, et a priori, les matériaux sont les mêmes. Troisième et dernier exemple concordant, c'est celui tiré là encore de Toutankhamon. Vous allez dire que je prends beaucoup d'exemples de Toutankhamon, mais c'est vrai que c'est une tombe qui est à peu près, qui n'est pas trop perturbée. Donc forcément, c'est une scène rituelle de choix même si c'est un cas un petit peu particulier, pour en tout cas illustrer nos propos. Donc ici, vous avez le pilier de jet du chapitre 155, qui était attaché au cou du roi par un fil d'or. Et là encore, ce que disent les textes et ce qu'on trouve en archéologie correspond, puisqu'on nous dit justement qu'un djed en or suspendu à un fil doit être oint avec de la sève de la plante Anr-imi, et effectivement l'amulette du roi est en or massif. Je passe maintenant au cas discordant. Donc là encore, je vous donnerai 3 exemples, et je commence par le chapitre 159. Alors, le chapitre 159 recommande d'utiliser une amulette, une colonnette Wadj en feldspar, et chez Toutankhamon, cette colonnette n'est pas uniquement en feldspath, elle est en or avec des inclusions de feldspath. Donc, il y a une petite variation plutôt qu'une véritable discordance. Le chapitre 89, lui, recommande de déposer une amulette sur la poitrine du mort, une amulette qui est en forme de bât, et donc la formule nous dit parole à prononcer sur un oiseau bât en or, serti de pierres précieuses et placé par un homme sur sa poitrine. Donc le terme égyptien pour pierre précieuse, c'est Aaout. Et effectivement, on a bien retrouvé cette amulette avec la forme, disons, conseillée sur la momie de Toutankhamon. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la description de Carter, on voit que ce ne sont pas des pierres précieuses, mais du verre coloré, de la couleur de la turquoise, du lapis-lazuli et de la cornaline. Alors, donc le vert coloré a pu apparaître comme un substitut équivalent du point de vue fonctionnel, et avant disons, de tirer des conclusions de type économique qui auraient pu motiver l'utilisation de matériaux différents, on peut aussi se demander quelle était la valeur matérielle du verre coloré en Égypte, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le verre nous apparaît comme un matériau très, très commun. Peut-être c'était différent pour les Égyptiens. Il faut toujours être prudent dans les interprétations. Il n'empêche que certaines notices témoignent d'un souci d'alternative matérielle. Par exemple, les chapitres 1 et 72, on pouvait soit les inscrire sur le cercueil, soit simplement que le défunt les apprenne. Donc, il y a une alternative qui est laissée. Autre exemple, le chapitre 162 devait être pratiqué sur une statuette de la vache céleste en or fin, ou, autre possibilité, sur une feuille de papyrus placée sous la tête. Donc là, on voit qu'il y a une forme d'alternative avec des solutions peut-être moins coûteuses ici que la statuette en or fin,
si on prend une feuille de papyrus et qu'on trace cette même effigie de la vache, ça fonctionne aussi. Et une autre alternative bien connue et plus rapide et moins coûteuse, c'est ces fameux plans d'amulettes que l'on trouve à l'époque tardive. Donc, c'est des feuilles de papyrus que l'on va placer sur la poitrine de la momie et où on a la disposition de toutes les amulettes, jet, tit, vautour, etc. Sauf que, au lieu d'avoir des amulettes précieuses, on a simplement tracé ces amulettes et ça fonctionne aussi bien, mais c'est d'un accès un petit peu plus pratique. Dernier exemple discordant, le cas des chapitres 133 et 134. Alors là, vraiment, ça illustre la grande liberté qui existe entre la notice du papyrus et les données archéologiques. Ces chapitres du livre des morts, ils peuvent être mis en relation avec un lot d'une trentaine d'assiettes qui provient probablement d'Abydos. Et il ressort de l'étude de ces objets que pas une fois l'image divine représentée sur les céramiques ne correspond exactement à celle décrite par la notice du papyrus. Donc on voit bien qu'il y a une grande variabilité de l'image de ces objets, autant que celle de la vignette des papyrus. Donc on voit bien que le protocole expérimental dont on a soulevé dès le départ la fragilité est sérieusement remis en question et que ici la notice n'a pas valeur d'ordonnance mais simplement probablement d'indication. Je continue avec donc les incohérences et les silences dans le texte des notices. Donc, vous avez plusieurs chapitres qui qui recommandent de placer des amulettes sur la momie le jour de l'enterrement. Eru semato. Donc, si on en croit la notice, ces amulettes étaient placées sur la momie le jour des funérailles, ce qui suppose que lors des funérailles, le corps du défunt était toujours accessible. Alors que chez Toutankhamon, par exemple, ces amulettes ont été placées à l'intérieur des bandelettes, donc probablement pas le jour des funérailles, mais lors de la confection de la momie. Alors j'ai vérifié, cette prescription temporelle de placer les amulettes le jour de l'enterrement, ça apparaît dès les manuscrits du début de la XVIIIe dynastie, donc dès la recension thébaine, ce qui suggère de fait la disponibilité de cette notice du temps de Toutankhamon. Parce qu'il faut toujours se méfier de ne pas comparer des données archéologiques, je ne sais pas, trop tardives avec, par exemple, des papyrus de la recension thébaine. Alors, pouvant faire écho à cette pratique, dans un papyrus de la 3e période intermédiaire, on trouve une notice qui dit, à propos d'une amulette, elle aura été placée sur le visage de la momie dans le père Néfer, c'est-à-dire dans l'atelier où la momie était confectionnée. Donc là encore, il y a la pratique et puis il y a la théorie. On nous dit de placer, par exemple pour le chapitre 155, le pilier de Gênes, on nous dit de le placer autour du cou du bienheureux, et à ce moment-là, probablement, est-ce que la momie est encore véritablement accessible pour que ce soit placé à cette date-là? C'est à peu près improbable. Une autre question de logique temporelle est soulevée par la notice du chapitre 13. Alors, si je comprends bien cette notice, dont je vous la lis, parole à prononcer sur une boulette de la plante Anr-Imi, placée dans l'oreille, M. Messenger, placée dans l'oreille droite du bienheureux, et une autre boulette placée dans une bandelette de lin fin avec son nom inscrit le jour des funérailles. Alors, si je comprends correctement le texte, il semble que la boulette végétale doit être déposée dans les oreilles, M. Messenger, du défunt, le jour de la mise au caveau.
Néanmoins, on peut supposer que la confection de la momie est une fois de plus achevée, de sorte que le canal auditif est rendu inaccessible par toutes les bandelettes donc, qui recouvrent la momie. Alors, est-ce que c'est simplement une formulation rhétorique? On se retrouve dans le même cas, finalement, comme dans les 70 jours recommandés pour la momification, alors que l'archéologie livre des cas très, très différents, inférieurs à 70 jours et beaucoup, beaucoup plus longs que 70 jours. Je continue maintenant avec 2 chapitres qui peuvent illustrer le degré d'indépendance entre les papyrus et les réalia. Ce sont les chapitres 6 et 166. Alors, dans le cas de ces 2 chapitres, donc les appuis-têtes et les serviteurs funéraires, on a retrouvé des réalia que l'on peut relier à des chapitres du livre des morts, alors même que l'on ne connaît à ce jour, a priori, aucune notice prescriptive pour ces objets. Donc, cela montre que le rituel n'a pas besoin du texte pour exister, et en soi, ce n'est pas si surprenant, puisque évidemment, les pratiques rituelles existaient bien avant la mise en écriture, mais ça vient aussi nous le rappeler à travers l'exemple de ces 2 chapitres. Et par exemple, pour le chapitre 6, donc les Shawapti, il n'y a pas de notice dans le livre des morts, et pourtant, Dieu sait que ces serviteurs funéraires sont communs. En revanche, on trouve une allusion à une figurine de bois dans l'ancêtre du chapitre 6, c'est-à-dire la formule 472 des textes des sarcophages. Donc là aussi, ça pose encore des questions. Alors, pour nourrir la réflexion et la discussion qui va suivre, j'ai essayé de proposer des types de relations entre le texte et l'archéologie, ou entre l'archéologie et le texte. Et alors ça, c'est une petite classification que j'ai mise au point d'après le chapitre 151, donc le chapitre des briques magiques. Et on voit qu'en général, les différences entre le texte et l'archéologie peuvent être classées sous au moins 5 types de relations. Donc la première, c'est la substitution ou l'addition d'un matériau. Il y a souvent une plus-value matérielle. Par exemple, vous avez le cas du pilier de jet dont j'ai parlé. On demande une toute petite partie en or, et en fait, dans le cas de Toutankhamon, tout va être en or. Deuxièmement, la simplification ou l'omission. On va pas, tous les détails qui sont mentionnés dans les papyrus ne vont pas forcément se retrouver dans l'archéologie. Troisièmement, la généralisation. Par exemple, dans le cas des briques magiques, si je prends l'exemple précis, on nous dit que l'argile qui correspond à la brique Est, la brique surmontée d'un Anubis, elle doit être malaxée et mélangée à des grains d'encens. Or, on trouve qu'en général, les 4 briques ont des grains d'encens dans l'argile. Pourquoi? Parce que probablement quand celui qui préparait l'argile, c'est plus facile de faire une seule mode d'argile mélangée d'encens que de faire simplement peut-être une brique spécifique à Anubis. Donc il y a une généralisation, une extension des prescriptions, ou en tout cas des indications qui sont dans les papyrus. Quatrième exemple de relation, c'est ce qu'on pourrait appeler la thésaurisation. Là encore, dans le cas des briques magiques, ça se traduit comment? Par la coexistence de 2 manières de faire différentes. Dans le cas des briques magiques, c'est une tradition qui est propre au papyrus et une tradition qui est propre aux briques, et on va les voir coexister de manière séparée, alors qu'au départ, elles étaient à peu près reliées. Et le 5e type de relation, c'est toujours gênant de parler d'erreur, mais il y a vraiment des cas où on peut se demander s'il ne s'agit pas d'erreur. Par exemple, dans le cas des briques magiques du roi Amenhotep II,
Donc, en théorie, on a 4 briques, nord, sud, ouest, est. Et lui, au lieu d'avoir une seule brique avec l'Anubis, qui est couché sur la brique, il en a 2. Et donc, comme normalement l'Anubis est associé au texte est, eh ben, on n'a pas 2 briques avec le texte est, mais une brique avec le texte est comme attendu, et une brique avec le texte sud, qui est normalement réservé à la torche, à la flamme. Donc là, on peut se demander s'il n'y a pas eu une erreur dans la fabrication peut-être de l'objet rituel. Ou alors c'est une variante du rituel que je ne connais pas et qui n'est pas attestée ailleurs. Donc, la confrontation entre les textes et l'archéologie révèle de nombreuses discordances, même si j'aime pas trop ce terme, parce qu'il suggère qu'on s'éloigne, il s'est chargé d'un terme, d'une notion péjorative, et il suggère que quelque part, si on s'écarte d'une norme rituelle de façon fautive, une sorte de doxa rituel qui serait donné par les papyrus. Donc, discordant, ce n'est pas le mot qui convient, et surtout, souvent, c'est plutôt des variations que des véritables désaccords dans la geste rituelle. Donc, probablement, plutôt que de discordance, il vaudrait mieux parler d'adaptation ad hoc, qui sont souvent guidées donc, soit par les contingences matérielles, soit par la quête de fonctionnalité de l'objet rituel. Et on a vu souvent que le rapport entre le texte et l'archéologie, ce n'est pas celui qu'entretient un modèle et son application servile. Donc, il y a plutôt des rapports de complémentarité. C'est pourquoi l'appellation commune de notice prescriptive doit être, selon moi, remplacée par indication rituelle. On a vu aussi donc, que l'absence de notice ne signifie pas pour autant l'absence de réalia. Et il faut avoir aussi à l'esprit que cette pratique rituelle, elle est par essence dynamique, et il en va de sa transmission. Et finalement, ces variations dans la pratique rituelle, elles témoignent de la tension entre la théorie qui est fixée par l'écriture et la pratique qui est en constante évolution, donc face aux contingences matérielles, etc. La variance va de pair avec la quête fonctionnelle de l'objet rituel, et dans le cas de la civilisation égyptienne, on est aussi dans de l'artisanat, qui est aussi synonyme de variance. Donc, dans l'étude de la transmission d'une pratique rituelle, il serait donc vain de rechercher une sorte de ritual, une sorte de pratique initiale prototypique dont les répétitions suivantes ne seraient que des copies imparfaites et dont le texte fixerait la geste cérémonielle. Donc, en accordant le terme de variation, de variance, c'est aussi rendre aux ritualistes, comme aux scribes, une part d'initiative individuelle et de créativité dans des adaptations ad hoc, plutôt que de parler de véritable discordance. Et on peut parler d'agentivité individuelle. J'ajouterais aussi que l'aspect imprécis et incomplet de ces notices, qui sont souvent d'ailleurs présentées d'une façon pas du tout logique, hein, dans la présentation des actes rituels qui doivent être exécutés, tout ça montre qu'il s'agit bien d'indications et en aucun cas d'une recette, encore moins d'une sorte de doxa rituel. Alors, quelle pouvait être l'utilité de ces indications rituelles? La réponse pourrait être double. Les notices prescriptives pourraient former des éléments d'un appareil rhétorique, et justement, on voit que la rhétorique de l'efficacité, qui se développe avec ces indications rituelles, elle va de pair avec la diffusion des formules. Par exemple, dans les textes des pyramides, il y a très peu, quasiment pas, peut-être juste une seule notice dite prescriptive. Et au fur et à mesure que les formules se diffusent, on va éprouver le besoin de renforcer l'efficacité de la formule. Pour autant, je ne crois pas que ces indications rituelles soient purement rhétoriques, puisqu'il y a aussi nombre de cas où les textes et l'archéologie s'accordent.
Aussi, on peut se demander s'il n'y avait pas aussi une fonction de memento, d'aide-mémoire du ritualiste. En plus, ces rubriques sont souvent notées en rouge, en rubrique, et c'est peut-être aussi un signal visuel qui pouvait être utile aux ritualistes lors de la mise en œuvre du rituel. J'ajouterais aussi que dans la notice de la formule 530 des textes des sarcophages, on fait appel à un officiant chevronné. Et la notice dit « parole à prononcer par quelqu'un qui connaît ce livre », sous-entendu qui connaît déjà ce livre. Donc le caractère laconique et partiel des notices induit que seul celui qui sait déjà peut les comprendre. On sait que l'art du ritualiste, appelé Hemut en égyptien, se nourrit autant d'un mélange de connaissances théoriques et de pratiques sur le terrain. Donc, est-ce que des aides-mémoires pouvaient aider le ritualiste dans sa pratique? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Et je voudrais vous laisser, pour terminer, sur quelques pistes d'approfondissement qui pourraient être menées sur cette archéologie du rituel. Donc, il y a beaucoup de pistes qu'on pourrait explorer, mais notamment la disjonction officiant-bénéficiaire. C'est-à-dire qu'il y a des variantes de pronoms suffixes ou de personnes, et on a l'impression qu'il y a certaines certaines indications rituelles qui pourraient avoir été recontextualisées. Il y a notamment beaucoup de proximité, notamment dans le vocabulaire des notices de papyrus médicaux. Parfois, dans certains chapitres du livre des morts, il y a des notices qui font vraiment penser à des notices de papyrus médicaux. On pourrait aussi étudier la morphologie verbale des notices. C'est vrai que je ne m'y suis pas du tout intéressée, mais ça pourrait aussi nous aider sur la valeur à attribuer à ces indications rituelles. L'analyse chimique des encres, c'est aussi une approche intéressante. On l'a vu avec le papyrus du livre des morts du British Museum. Étudier enfin la personne et le rôle du ritualiste, du ou des officiants, et aussi essayer d'imaginer cette officine du ritualiste, qui sera forcément une officine, je dirais, idéale, où il y a, à côté d'objets rituels vraiment, disons, matérialisés, il y a beaucoup aussi de poudre de perlimpinpin qui va donc participer de l'efficacité du rituel. Donc, je vous laisse sur ces pistes d'approfondissement qui, j'espère, vont nourrir la discussion qui va suivre. Je vous remercie pour votre attention.